malheureusement, il faut reconnaître aujourd'hui qu'après tant d'années, après ces dizaines d'années de négociations, on ne pourra pas résoudre, on ne peut pas résoudre le problème iranien, que ce soit le volet balistique, que ce soit le volet nucléaire, que ce soit le volet du soutien au terrorisme, que ce soit le volet de la déstabilisation régionale, et que ce soit le volet qui s'est encore plus ouvert dans ces dernières semaines, celui de la répression brutale de son propre peuple. Aucun de ces volets ne peut être résolu par la négociation. Nous On- devons passer par cette épreuve de force. Nous y sommes. Daniel Saada qui est en ligne avec nous. Daniel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour Daniel. Merci d'être avec nous, d'avoir réussi à trouver un moment entre deux alertes du côté de Ramat Gan ou du littoral du centre de Tel Aviv pour nous parler. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors voilà, je vais vous poser la question d'une certaine manière. Est-ce qu'on peut envisager que ce conflit se propage et devienne une sorte de conflit mondial? Est-ce que l'on peut envisager qu'il y ait d'autres pays qui veulent éviter par exemple la chute du régime iranien? On pense peut-être à la Russie, peut-être à la Chine, qui pourraient mettre des bâtons dans les roues de Benjamin Netanyahu et de Donald Trump? Je crois que c'est une hypothèse purement virtuelle et théorique. En tout cas, il faut l'espérer. La Russie est bien trop engagée dans son conflit avec l'Ukraine pour s'aventurer aujourd'hui à essayer de s'insérer dans d'autres conflits. On a bien vu qu'elle n'a pas levé le petit doigt pour essayer de sauver ou de réagir à l'arrestation de son allié Maduro au Venezuela. Je crois que la Russie n'est pas vraiment une crainte. En ce qui concerne la Chine, je veux croire, et c'est l'ensemble des observateurs qui le croient avec moi, qu'il y a eu un deal entre les États-Unis d'Amérique et la Russie, et la Chine, pardon, pour nous laisser faire le travail vis-à-vis de l'Iran. Je crois que la Chine a compris que c'était également son intérêt. Donc, l'amplification du conflit au plan mondial, je ne pense pas que c'est une option sérieuse. Alors, par contre, cette coopération entre les États-Unis et Israël, il faut bien l'avouer, elle est assez impressionnante. Comment on construit dans le monde diplomatique une telle coopération? Elle repose d'abord et avant tout, et il faut le reconnaître, sur la relation privilégiée exceptionnelle entre deux hommes, Donald Trump et Benjamin Netanyahu. Il y a une relation extrêmement profonde. Ce ne sont tous les deux des personnalités différentes, des personnalités difficiles, des personnalités, en tout cas pour le président Trump, pratiquement incontrôlables. Mais il faut reconnaître que notre Premier ministre a établi déjà depuis le précédent mandat du président Trump une relation extrêmement étroite, une relation de confiance et surtout une relation qui permet au Premier ministre Netanyahu de faire entendre nos intérêts, de faire entendre nos convictions et convaincre le président Trump. Et puis, il y a des années et des années de coopération stratégique. Lorsqu'on parle de coopération stratégique, c'est un terme que nous avons l'habitude d'employer dans les chancelleries, mais qui repose sur une véritable réalité. Il y a une communauté d'intérêts entre nous, il y a une communauté d'intérêts extrêmement forte qui s'est établie, développée, approfondie tout au long des décennies de coopération entre les États-Unis et Israël. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes à ce résultat. Nous avons une coopération militaire, une coopération stratégique, une coopération dans le domaine des renseignements, une coopération dans le domaine de la recherche militaire extrêmement poussée et qui aujourd'hui est à son apogée. Je crois que c'est pratiquement sans précédent dans l'histoire de l'alliance que nous avons avec ce grand pays depuis de très très longues années. Alors par contre, il y a l'Europe, c'est à contrario de cette coopération. On peut dire que l'Europe est relativement silencieuse et surtout la France, vous avez été ambassadeur d'Israël à Paris. Comment réagissez-vous aux premières réactions de la part d'Emmanuel Macron qui ont été, on va dire, très tièdes? Écoutez, il n'y a plus grand-chose à attendre après les réactions
que nous avons eues tout au long des 2 années de guerre avec Gaza, nous n'avons plus grand-chose à attendre malheureusement de la France et j'ai presque envie de vous dire tant mieux qu'elle soit tiède et qu'elle reste tiède et qu'elle n'aille Mais pas plus loin. tout de même, Daniel, on se souvient qu'Emmanuel Macron avait sur un point au moins une sorte de communion d'intérêt avec Israël. C'était par exemple la nécessité de lutter contre le développement de la production des missiles balistiques. Il était très opposé à ce sujet-là. Pourquoi finalement là, on le voit réagir avec tellement de critiques? Je crois qu'il y a véritablement dans le vieux monde, en Europe, en France, une incapacité à affronter les situations d'urgence. Nous l'avons vu pendant le corona, pendant la crise du Covid, nous avons vu les désastres qui ont été provoqués parce qu'ils n'avaient pas la capacité à affronter des situations d'urgence. Lorsque j'étais ambassadeur à Paris au moment de la crise du Covid et qu'on prenait Israël en tant que modèle, je leur expliquais tout simplement qu'ils nous n'avons rien de plus ou rien de moins, mais nous avons tout simplement l'habitude des situations d'urgence et cette crise sanitaire n'en était qu'une et sans doute beaucoup plus timorée que celle que nous avions vécue dans le passé. Et voilà, c'est le problème. La violence, la guerre est absolument innommable aujourd'hui sur le continent européen. C'est la quatrième, peut-être même la cinquième génération depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qui a vécu dans l'opulence, qui a vécu dans une situation extrêmement dans la sérénité, dans une situation extrêmement paisible. Et il y a une difficulté à affronter l'idée même de devoir prendre les armes et se battre pour ses valeurs et pour ses intérêts. Donc je crois qu'il y a quelque chose de profondément ancré dans la tradition européenne aujourd'hui qui s'oppose systématiquement. Et on l'a vu malheureusement également à la veille de la Seconde Guerre mondiale avec ce qu'on a appelé l'esprit munichois qui consiste à essayer à tout prix de trouver une solution diplomatique là où il n'y a pas de possibilité de trouver des solutions diplomatiques. Vous savez, j'ai été plus de 30 ans diplomate. Je crois que le dossier iranien a occupé au moins 20 ans de ma carrière. Oui. Des dernières années. Et on voit bien que malgré tout l'effort, et la France a participé à l'effort diplomatique, il faut le reconnaître, la France a souvent été, même surtout à l'époque de l'administration Obama, la France a été beaucoup plus proche de nos positions que les États-Unis d'Amérique dans les négociations avec l'Iran. Mais malheureusement, il faut reconnaître aujourd'hui qu'après tant d'années, après ces dizaines d'années de négociations, on ne pourra pas résoudre, on ne peut pas résoudre le problème iranien, que ce soit le volet balistique, que ce soit le volet nucléaire, que ce soit le volet du soutien au terrorisme, que ce soit le volet de la déstabilisation régionale, et que ce soit le volet qui s'est encore plus ouvert dans ces dernières semaines, celui de la répression brutale de son propre peuple. Aucun de ces volets ne peut être résolu par la négociation. Et nous devons passer par cette épreuve de force. Nous y sommes, nous allons la remporter et nous allons permettre à un nouveau Moyen-Orient, un nouveau Alors monde beaucoup plus clair, beaucoup plus paisible. Alors justement, je voudrais rebondir sur cette dernière phrase et ça sera ma dernière question. Vous pouvez nous dessiner un peu à quoi ressemblera le Proche et Moyen-Orient d'après la guerre ? Je peux vous dessiner ce que nous aurions pu éviter si cela avait été fait depuis de longues années. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu les massacres du 7 octobre. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu le Liban déchiré comme il est depuis plus de 30 ans avec la présence de cette milice iranienne au Liban. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu la guerre au Yémen. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu tous ces horribles attentats et atrocités commises à travers le monde par les services iraniens. Donc oui, je peux envisager, je peux vous dire que incontestablement le terrorisme international, le fondamentalisme islamique va prendre un coup mortel après la disparition du régime des Mollahs. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et en ce qui concerne le Proche et Moyen-Orient, eh bien, je crois que les faits parlent d'eux-mêmes. Nous voyons aujourd'hui cette alliance objective entre la plupart des pays du Golfe, y compris l'Arabie saoudite et Israël aujourd'hui, qui sont confrontés exactement à la même menace. Nous recevons exactement les mêmes missiles, les mêmes drones. Nous savons le danger qu'il y a à laisser l'Iran doté de cette capacité balistique. Ils l'ont compris, ils le partagent avec nous, ils sont dans l'épreuve, ils partagent l'épreuve avec nous. Et demain, à la fin de cette épreuve, eh bien, ils se lèveront pour envisager
un nouvel avenir de coopération, d'élargir les accords d'Abraham, d'élargir ce nouveau Moyen-Orient que nous avons bâti il y a 20 ans au moment des accords d'Oslo. Nous pensions que par la négociation et par un esprit d'une dynamique de réconciliation, nous allions réussir à bâtir un nouveau Moyen-Orient. Malheureusement, l'Iran et ses sbires et ses proxys et tous les autres ennemis de la paix l'ont empêché. Eh bien aujourd'hui, nous le bâtissons par la force et nous avons, je crois, réussi un grand pas dans cette direction. Merci beaucoup Daniel Saada d'avoir été avec nous ce matin pour nous expliquer les derniers développements, on va dire sur le plan diplomatique, nous avoir donné donc cet espoir d'un nouveau Moyen-Orient, donc après l'ère des tyrans iraniens. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bonne journée et Chag Sameach, effectivement on peut se le souhaiter, et une journée sereine dans la mesure du possible, bien entendu.